RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous accueillons Pascal Canfin, l'écologiste numéro 2 de la liste Renaissance. C'est la liste La République en marche aux élections européennes, emmenée par Nathalie Loiseau. Monsieur Canfin, bonjour. Bonjour. Vous avez retourné votre veste ? Bah écoutez, non, je crois pas. Toujours là. Moi, j'ai été écologiste, et je suis écologiste et je serai demain écologiste. La question, c'est comment on gagne. Et aujourd'hui, la seule liste qui peut, d'une part, battre le Front National et deux, faire changer les lignes au sein du Parlement européen, où beaucoup de choses se jouent, sur l'écologie, mais pas seulement, c'est la liste Renaissance. Donc, au contraire, je suis totalement fidèle à mes valeurs et à mes convictions. Je vous pose cette question directe parce que ça a semé le trouble, votre arrivée sur cette liste En Marche, puisque, semble-t-il, vous aviez renoncé à devenir ministre de l'Environnement ou de l'écologie d'Emmanuel Macron, et puis finalement quelques semaines, quelques mois plus tard, on vous retrouve sur cette liste en Macronie. Justement, ça prouve que quand je considère que les conditions ne sont pas réunies, je sais dire non, et quand je considère au contraire que le jeu en vaut la chandelle, je dis oui. Qu'est-ce qui a changé ? Très cohérent. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que c'est pas la même chose. Être ministre ou être candidat aux élections européennes, on voit bien que c'est pas la même fonction. Là, moi, je me bats pour non seulement l'écologie, mais aussi pour l'Europe. Et on voit bien que on est dans des temps troublés en Europe. Le Brexit, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Italie. Et donc, cette bataille pour l'écologie, c'est aussi une bataille pour l'Europe que je défends, que je mène. Et donc, c'est très cohérent d'être là où je suis aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas une caution ? Si j'étais tout seul, je serais une caution. Or, il y a au moins un quart de la liste en position éligible, bien évidemment, sinon ça va être trop facile, qui a des convictions très très fortes sur l'écologie. L'ancien secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, Pascal Durand, une ancienne navigatrice, Catherine Chabot, Fabienne Keller, une proche d'Alain Juppé, dont on connaît les convictions écologistes, et je pourrais comme ça donner d'autres noms. Donc si j'étais tout seul, pas Nathalie Loiseau. Si, bien sûr, mais aujourd'hui on a tous ces convictions. Là, je parlais des gens qui ont. Je serais incapable de dire, si vous voulez, quel est le passé écologiste de Nathalie Loiseau. Ça veut dire qu'elle n'a pas des convictions. Bien évidemment, on partage les mêmes et c'est le même projet. En revanche, il y a des gens sur cette liste qui l'ont prouvé à travers leurs actions concrètes depuis le début. Et l'éleveur Jérémy De Serle, alors il y a un éleveur. C'est génial, oui. Jeune paysan qui est numéro 4 de votre liste. Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais comment on peut avoir dans la même liste un éleveur et l'écolo Pascal Canfin ? C'est ça qui est super. C'est que d'habitude, on se met sur la tronche. D'habitude, il y a d'un côté les écologistes, de l'autre côté les agriculteurs. Mais si on veut changer les choses, si on veut aller vers moins de pesticides, plus de santé publique pour les consommateurs, meilleure biodiversité, plus de bio, plus de circuits courts, plus de local, etc., il faut le faire contre les agriculteurs ou il faut le faire avec les agriculteurs. Et donc, c'est précisément ce qu'on fait. Et on s'est mis d'accord avec Jérémy. D'opposer les écologistes aux agriculteurs ? Parfois, c'est pas absurde parce qu'il y a des extrémistes dans tous les camps. Toutes les idées ont leurs extrêmes, leurs fondamentalistes. Et puis, il y a ceux qui essayent de construire les ponts. Et Jérémy De Serle, ancien président des jeunes agriculteurs, et moi, on construit des ponts entre les écologistes d'un côté et les agriculteurs de l'autre, autour de 3 priorités. La première priorité, c'est du revenu pour les agriculteurs. Juste un chiffre. Un agriculteur sur 4 vit un revenu qui est inférieur au seuil de pauvreté. Qui peut se satisfaire de ça ? Les écologistes, pas les écologistes, tout le monde. Personne ne peut se satisfaire de ça. Donc on mène ce combat ensemble. Ensuite, plus de protection, par exemple, contre la concurrence déloyale des produits qu'on importe, mais qui ne respectent pas les mêmes normes. On mène ce combat ensemble. Et puis, évidemment, plus de transition écologique, moins de pesticides, la sortie du glyphosate, etc. Et c'est formidable qu'au lieu de s'opposer, au lieu de débattre, des polémiques, etc., au contraire, sur la même liste, avec le même projet, enfin, on écrive ce chemin ensemble. Jacques ? Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas sur la liste de Jadot ? C'est quand même là où il y a le plus d'écolos. Mais justement, l'écologie, elle appartient à personne. Oui. L'écologie n'appartient à personne. L'air que vous respirez, il est de gauche, il est de droite. L'eau dans laquelle on va se baigner en Méditerranée quand il y a du plastique, c'est dégueulasse. C'est à gauche, c'est à droite. Donc l'écologie, elle appartient à personne. Oui, mais les réponses peuvent être de gauche ou de droite. Ça veut dire qu'il faut de l'écologie partout. Si on veut, et je pense qu'on est tous concernés par le dérèglement climatique, par la pollution de l'air, par la pollution de l'eau, par le plastique, on est tous concernés. Est-ce qu'on va continuer à s'opposer en disant toi t'es un vrai, toi t'es impur, toi t'es un salaud, toi t'es... Non, au contraire, on agrège les énergies et on crée enfin cette transformation dont on a tous besoin. Et donc, moi je crée des ponts, pas des murs. Je travaille avec tous ceux qui viennent d'origines différentes, mais qui ont le même projet, qui est de enfin réussir cette bataille fondamentale contre le dérèglement climatique, pour ne prendre que cet exemple.
Au Parlement européen, votre groupe ne sera pas majoritaire. C'est quand même le PPE. Il risque d'être le plus nombreux. Il peut y avoir une majorité. Le PPE, c'est la droite. La droite, PPE, PSE. Et finalement, vous serez quoi avec les libéraux démocrates? Donc, alors ça, c'est un peu compliqué. On va essayer de simplifier les choses. On va en parler. Mais justement, je vais en parler. On vote pour des députés européens français, mais ensuite, ces députés français vont se mettre dans des groupes. Et parfois, exactement. Donc, déjà, la grande différence, pour que chacun comprenne, la grande différence entre le Parlement européen et l'Assemblée nationale en France, c'est que le Parlement européen est élu au scrutin proportionnel. Ça veut dire que personne n'a la majorité tout seul. Et depuis la première élection au suffrage universel du Parlement européen, c'est-à-dire les années 70, il y a deux groupes qui dirigent ensemble. La gauche, les socialistes, et la droite. Personne ne le sait. En France, c'est inimaginable. C'est ce qui se passe en Europe depuis 40 ans. Pour la première fois depuis 40 ans, aucun de ces deux groupes, si j'en crois les sondages partout en Europe, ne vont avoir la majorité à eux seuls. Ça veut dire qu'on va enfin sortir... PSE justement, et libéraux démocrates. Mais justement, enfin, on va sortir de la cogestion entre la gauche et la droite. Et on va bousculer ça. Et nous, on va créer, avec d'autres, bien évidemment pas tout seul, on va créer avec d'autres un groupe central qui pèsera au nom aussi de la France. Parce qu'un des sujets, personne aussi ne réalise à quel point c'est tragique pour l'influence française en Europe, le fait qu'en 2014, la première liste qui a été élue au Parlement européen, c'est la liste du Front National. Et lorsque le Front National sort premier, ça veut dire qu'il y a le maximum de députés français qui viennent du Front National. Comme ils s'opposent à tout, ils sont en minorité sur tout. Voilà, je ne peux pas dire, ils servent à rien. Ils ne servent à rien. À partir du moment où c'est le premier bataillon, ça veut dire que l'influence française perd considérablement. Là, ça va être l'inverse. Si nous, on sort premier, quand en plus on a la possibilité de s'associer évidemment avec le poids du président de la République, qu'on soit d'accord ou pas avec le président de la République, je pense que chacun peut essayer de reconnaître objectivement qu'il essaie de bouger les choses en Europe. C'est un des trop rares, malheureusement, qui le fait. Parfois, il gagne, parfois, il perd, mais c'est comme ça. Là, on va pouvoir remettre la France au centre du jeu, à la fois au Parlement et au Conseil avec les autres États. Et ça, c'est franchement une nouvelle donne qui va s'ouvrir. Anas Kazib. Moi, je vous dis honnêtement, un écolo sur la liste de la République en marche, pour moi, c'est du charlatanisme. Pourquoi ? Du charlatanisme. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que l'environnement, parce que vous avez dit une phrase sur laquelle on peut être d'accord, l'air que l'on respire, il est ni de gauche ni de droite. Je pense que l'environnement, il appartient à tout le monde. Tout à fait. D'accord ? La planète appartient à tout le monde. La planète appartient à tout le monde. L'écologie, c'est une stratégie politique. D'accord ? C'est comment on fait en sorte que l'environnement se porte mieux. Vous qui êtes ancien président de WWF, je suis désolé, il y a un reportage, et je salue le reportage de Netflix qui est en cours en ce moment, qui passe en ce moment, qui est fantastique. On ne peut pas à un moment donné se dire écolo et être dans la liste de la République en marche. Pourquoi ? Une macroniste, d'accord ? d'un président Macron qui a mis en 2015 la mise en place des autocars Macron, d'accord, les autocars qui sont venus remplacer un certain nombre de lignes. Et moi, le cheminot, je peux vous le dire, je vois au quotidien, et les usagers aussi le voient au quotidien, les fermetures de lignes, les fermetures de gares remplacées par les autocars. Lorsqu'on sait que quasiment plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre sont émises par les grandes entreprises, lorsqu'on sait que la surproduction par la pêche, et ça c'est dans le reportage de WWF qui explique que la surproduction de pêche est beaucoup plus nocive que l'ensemble des polluants plastiques dans l'océan. À un moment donné, lorsqu'on est dans le camp de ceux qui font la politique du ruissellement, de ceux qui sont là pour financer et faire des cadeaux fiscaux aux plus grands, moi je vois pas ce qu'un écolo pense faire là-dedans. Je pense que Nicolas Hulot était aussi écolo, mais dans la stratégie, et c'est là la différence, je pense qu'on ne peut pas être d'accord sur ok, l'environnement il appartient à tout le monde, la planète appartient à tout le monde, l'écologie c'est une stratégie, et pour moi l'écologie elle doit être anticapitaliste. Si on n'a pas une écologie qui attaque de plein fouet les premiers responsables de la pollution mondiale et ceux qui causent les catastrophes naturelles, et vous le savez, hein, vous étiez avant d'être sur la liste en marche, vous étiez là-dedans. Donc pour moi, c'est un non-sens. Je ne comprends pas ce que vous faites dans cette liste-là. Vous définissez, j'ai vu votre fil Twitter, comme marxiste révolutionnaire. Vous avez parfaitement le droit, mais ça veut dire que tout passe au prisme du marxiste révolutionnaire. C'est-à-dire que si vous n'avez le droit d'être rien, si vous n'êtes pas anticapitaliste, marxiste et révolutionnaire. J'ai jamais dit ça. Moi, c'est pas mon cas. Très bien. Est-ce que je vous retire pas le droit de vous dire par ailleurs favorable à la lutte contre le dérèglement climatique, écolo si c'est une définition qui vous intéresse vous-même, mais ne m'enlevez pas le droit de l'être et n'enlevez à personne le droit dans la société française de l'être. Je vais vous donner des exemples concrets.
Quel est le seul chef d'État qui, il y a 15 jours, s'est opposé à l'ouverture d'un accord commercial avec les États-Unis de Donald Trump au nom du fait que les États-Unis sont en train de sortir de l'accord de Paris sur le climat? Quel est le seul chef d'État? Macron. Quel est le seul, il y a 15 jours, quel est le seul pays au monde qui interdit un colorant, le 171, au nom du principe de précaution, parce que ça pourrait être cancérigène, notamment dans les bonbons pour nos enfants? Le seul pays au monde qui le fait, c'est la France. Et je pourrais multiplier comme ça. Le seul pays au monde. Toute la litanie de tout le contraire et le rallongement du glyphosate. Mais justement, c'est l'inverse. Alors, parlons du glyphosate. A félicité Monsieur Bolsonaro au Brésil, qui Monsieur Bolsonaro en termes d'écologie. Non, il n'a pas félicité. Comment vous pouvez dire ça? Attendez, il a félicité sur sa Monsieur Macron a félicité. Écoutez, personne. Non. Monsieur Macron, vous racontez vraiment n'importe quoi. Non, mais attendez, Monsieur Macron a félicité lors de l'intronisation de. Mais non, c'est deux chefs d'État, vous dites voilà, vous êtes là, je suis pas d'accord avec vous, vous êtes président du Brésil, on va travailler ensemble, bien sûr que si. Mais bien sûr que si, il a fait sur l'Ukraine, mais bien sûr que si, bien sûr que si. Mais si, non. Mais non, ça c'est vraiment. Non, mais en tant qu'écolo, on parle de Monsieur Pascal Canfin, qui est un militant écolo. Non, mais Anas, je sais pas. Les présidents félicitent les autres présidents, c'est pas pour ça qu'ils sont d'accord avec ce qui. Bien sûr, surtout qu'il avait dit respect de l'état de droit, de l'écologie, l'accord de Paris au climat. Non, franchement, là, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Là, franchement, c'est juste faux ce que vous racontez. À un moment donné, vous parliez du glyphosate. Quel est le seul pays en Europe qui a comme ambition de sortir du glyphosate en 3 ans? Le seul. C'est pas la Suède, c'est pas la Norvège, c'est pas l'Allemagne, c'est la France. Quel est le seul pays qui a interdit sur son sol la production d'hydrocarbures, c'est-à-dire de pétrole, de gaz, y compris les gaz de schiste, etc. C'est qui? C'est la France. Donc évidemment, on n'en fait pas assez. Et je suis le premier à vous dire. Trop parfois aussi parce que. Regardez la taxe carbone. La taxe carbone, la France est le pays qui a le prix, la taxe sur le carbone le plus élevé. Ça a contribué à quoi? À lancer les gilets jaunes. Ça veut dire que quand on va trop vite, finalement, peut-être il faut reculer. Et donc c'est pour ça qu'il faut un chemin équilibré. Et c'est exactement ce que je défends depuis que je me suis engagé en politique. Je vais me faire le porte-parole de notre agriculteur Didier Giraud ici, qui vient chaque semaine, qui élève des bovins et qui lui dit on va trop loin en fait. La France impose des normes que nos voisins européens n'ont pas et on se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi commercer, faire face à la concurrence. Et contrairement à ce que dit Anas, la France se veut souvent en pointe sur des normes, mais des normes qui font finalement du mal à notre économie parce que on se charge la barque en fait. Donc vous voyez bien qu'en tout cas, l'idée selon laquelle on peut pas être écologiste et défendre un projet sur la liste Renaissance, je pense qu'elle tient pas la route une seconde pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Et vous dites même, et certains le disent, attention, en fait, on va trop loin. Donc entre ceux qui disent on fait rien, qui ont tort, et ceux qui disent attention, il faudrait rien faire parce que certes la planète c'est important, mais attention, il y a quand même telle et telle raison pour pas bouger. Nous, on essaye de construire un chemin équilibré. Ce chemin équilibré, par exemple sur l'agriculture, puisque vous citez votre chroniqueur agriculture, c'est exactement celui qu'on est en train de construire avec l'ancien président du syndicat des jeunes agriculteurs, Jérémy De Serle, et on le fait ensemble. Et sur la question des normes et de la protection, typiquement, le 171 dont on parle, c'était une décision la semaine dernière, il a été interdit pour les producteurs français, les transformateurs français, mais aussi pour les biens importés. Parce que sinon, évidemment, on dirait c'est une contrainte pour les producteurs français, il suffit d'aller de l'autre côté de la frontière et vous faites sauter la contrainte. Donc évidemment, on le fait aussi porter sur les biens importés. Je vous donne un autre exemple. Le traité avec le Mercosur, donc l'Argentine et d'autres grands pays d'Amérique du Sud, qui sont des très gros producteurs de viande. La France a dit, c'était il y a 3 semaines, 1 mois devant le congrès de la FNSEA, que nous ne signerions pas un accord commercial qui aurait comme conséquence d'importer davantage de bœuf argentin, par exemple, qui contribue à la déforestation de l'Amazonie, puisqu'on remplace les arbres de l'Amazonie par du soja qui nourrit les bêtes, et qui en plus ne respecte pas les mêmes normes sanitaires, par exemple le bœuf aux hormones, etc. Donc on a dit non. Voilà, c'est des exemples concrets, c'est pas mais ça ne change rien, monsieur. Mais bien sûr que si, ça change justement. Il y a pas, c'est pas de la parole, c'est pas des engagements pendant 20 ans. Ce sont des décisions aujourd'hui. Pourquoi ça change rien? Enfin, attendez. Vous êtes sur la liste aux européennes de la République en marche. Vous venez avec aussi une carte de visite. Vous êtes l'ancien président de WWF. J'en suis fier. Vous n'êtes pas Monsieur Durand qui se préoccupe aussi un petit peu de l'écologie. Votre carrière est du militantisme écolo. Merci. Et là, vous êtes en train de nous servir la soupe de quelques mesures
mesurette. Il a enduré par-ci, ses par-là. militants. Non, mais parce qu'à un moment donné, on sait très bien que Alors, le réchauffement. Mais comment tu fais pour changer les choses alors? Mais moi, je suis pour L'histoire un du tournant capitalisme. radical. Mais le problème, c'est que Monsieur Canfin l'a dit. Moi, je suis marxiste. Ça veut dire nous, on est des utopiques. Nous, on est des. On Non, est des on a cinglés. vu ce que ça avait On donné est le marxisme. On On a déjà essayé. On est minoritaire. Non mais attendez, Anas, on a Oui. déjà essayé. Anas, on a déjà essayé. On hein. l'a essayé, oui. Oui, d'accord. oui, bon, ça s'est pas très bien terminé. C'est pas terminé. C'est un détail de l'histoire, j'imagine. C'est un détail de l'histoire. Non, c'est pas- Non, mais justement. La question de l'écologie est centrale. Aujourd'hui, on le voit avec tous ces jeunes lycéens partout dans le monde, les étudiants qui se mobilisent. À un moment donné, il y a une urgence. C'est-à-dire que moi, j'ai 32 ans. Mes gamins, j'ai un enfant de 3 ans et demi et de 6 ans et demi. Je ne sais pas quel va être leur avenir. D'accord ? Je ne sais pas ce que va être la planète dans 20 ou dans 30 ans. Alors, si les solutions, c'est juste, on va réduire un peu le glyphosate, on va réduire telle ou telle chose. Enfin, vous savez très bien, c'est en tournant offensif sur l'écologie. Réponse de Pascal Canfin. Justement, parce que vous avez raison sur ce que vous venez de dire, la mobilisation de la jeunesse, l'urgence climatique, et moi aussi j'ai des enfants, il faudrait que je dise, je regarde ça sur les tribunes et moi je ne viens pas sur le terrain. Non, je viens sur le terrain quand les conditions sont réunies. Et il y a 2 minutes, vous me disiez, regardez, c'est scandaleux la position de la France sur le glyphosate. Je vous ai répondu, maintenant vous dites, c'est pas avec des mesurettes sur le glyphosate. C'est pas une plus-value Pascal Canfin, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Justement, où est la plus-value Pascal Canfin? Par exemple, non, mais il y a 2 minutes, vous me disiez que ça servait à rien. Il y a 2 minutes, vous me disiez que la France avait la pire des positions. Je vous ai démontré qu'on est les seuls en France, on est les seuls en Europe, voire même les seuls au monde à le faire. Et maintenant que je vous ai répondu, vous dites non, c'est des mesurettes. Soyez cohérents. Évidemment, moi je ne crois pas au grand soir écolo. Le grand soir écolo, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que demain, il n'y a plus de plastique. D'accord, c'est-à-dire que demain c'est plus possible. Ça, c'est pas le capitalisme. C'est dans ce studio, RMC, vous faites le choix de dire je vais prendre une bouteille en plastique. Concrètement, si on est des millions à supprimer ça, il faut pas sortir du capitalisme pour sortir du glyphosate. Il faut pas sortir du capitalisme pour passer du pétrole aux énergies renouvelables. Il faut pas sortir du capitalisme. On peut le faire avec énormément d'outils qui sont maintenant. Vont vendre leurs bouteilles dans quoi? Eh ben ils font autre chose. Je vais vous donner un exemple. SodaStream. Alors SodaStream. Non, mais on peut prendre des exemples concrets. Bien sûr. Il y a des alternatives. Et prenez l'eau du robinet. Il y a aussi des entreprises qui font de l'eau du robinet, d'accord, Général des Eaux, etc. Donc ça veut dire que c'est une autre entreprise. Voilà, donc c'est de tout temps l'économie a évolué. Avant, on faisait du charbon en France. Moi, mon grand-père, il était mineur de fond dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Donc il faisait du charbon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. D'accord, et on fait autre chose. Et donc hier on faisait du pétrole et du gaz. On peut sauver la planète en maintenant le capitalisme. Mais en maintenant l'économie. Parfois l'économie elle est publique et parfois les services de santé c'est public, l'éducation c'est public, la culture c'est public et parfois elle est privée. Et c'est l'addition des deux. Encore une fois, si on est vraiment sérieux par rapport à ce combat qui est le mien de toutes mes tripes, alors il ne faut pas opposer, il ne faut pas faire de la polémique, il faut agréger et il faut avancer. On va continuer d'en parler. Question de Fatima, de Jacques et d'Anas dans un instant. Pascal Canfin passe ce grand oral des GG. À tout de suite sur RMC et RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. Du grand oral de Pascal Canfin, numéro 2 de la liste La République En Marche aux Européennes avec Jacques Maillot, Anas Kazib et Fatima Ibounoua. Fatima. Vous avez écrit un essai qui s'intitule « Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire ». Et vous vous retrouvez finalement avec un ancien banquier. Justement. Juste ma question, est-ce que là on doit le croire, il fait partie de ce presque où le banquier est sincère ? Moi, j'ai écrit ce livre auquel vous faites référence juste après la crise financière et parce que j'ai déjà été parlementaire européen pendant 3 ans, justement dans la commission du Parlement européen qui traite de toutes les règles qui encadrent les banques, les bourses, les compagnies d'assurance, les fonds spéculatifs, etc. Donc c'est mon histoire, l'encadrement de la finance. Et le seul produit financier qui ait jamais été interdit après la crise financière de 2009, ça s'appelle techniquement les CDS, et c'est moi, au Parlement européen qui menait la négociation et j'ai réussi à faire une alliance avec la droite européenne qui est majoritaire au Parlement européen, vous le disiez, donc ça veut dire que je peux travailler avec tout le monde sur des objectifs précis. Pragmatisme. Exactement, et on l'a interdit. Et c'est le seul produit, c'est moi qui le fais. Donc je suis très fier de ça. Et donc au Parlement européen, de nouveau, je me battrai pour que la finance soit non pas spéculative et dérégulée, mais utile notamment pour lutter contre le dérèglement climatique. Vous allez plus loin que ça, parce que dans votre essai, vous parlez du lobbying des banques, Absolument. Vous parlez du pouvoir de la finance sur la politique et comment les politiques doivent reprendre ce pouvoir-là.
là. Est-ce que là, c'est le cas? Où on en est dans cette histoire-là? Et notamment dans votre parti, La République En Marche? On n'en fait pas assez. Et moi, j'ai été, là aussi, c'est pareil, c'est les deux choses peut-être dont je suis le plus fier lors des 3 ans de mandat de Parlement européen. C'est que j'ai initié la première ONG de contre-pouvoir à la finance de marché, qui s'appelle Finance Watch, qui continue d'exister, où en tant que parlementaire européen, moi j'étais sidéré de voir que on passait notre temps à recevoir les banques, les compagnies d'assurance, les bourses, etc. Et en face, il n'y avait aucune ONG capable, avec un peu d'expertise, de faire le contrepoint. Et donc j'ai suscité, et là encore, je ne l'ai pas fait tout seul dans mon coin, parce que je crois à l'action collective, pas à l'action individuelle. Je l'ai fait avec les parlementaires européens de tous bords, tous, qui m'ont rejoint et qui ont dit ok, on va tous s'associer pour soutenir la création d'une ONG, puis ensuite elle est indépendante et elle part. Et donc la tension, la relation entre la politique d'un côté, la société civile et la finance d'un troisième, pour moi c'est fondamental et c'est un élément clé de la démocratie. Il faut travailler plus longtemps? J'aime bien la transition. Alors, si vous faites référence aux propos du président de la République, moi je me pose la question sur l'objectif. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de financer ce qu'on appelle la dépendance. Aujourd'hui, c'est la situation actuelle, ce sont des chiffres que vous pouvez aller vérifier, un mois en EHPAD, ça coûte à peu près 1 900 €. La retraite moyenne, c'est 1 300 €. La retraite des femmes, en moyenne, c'est 1 000 €. Ça veut dire que si on ne socialise pas, si on ne mutualise pas ensemble de quoi payer, prenons un EHPAD, ça peut être évidemment de l'accompagnement à domicile, etc. Mais je prends cet exemple-là. Pour notamment les femmes qui ont des revenus qui sont vers les 70, 80, 90 ans, beaucoup trop faibles pour se payer cet EHPAD, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on les laisse toutes seules. Se démerder, vous me passez l'expression. Moi, je veux pas de ça. Je veux une société qui soit solidaire, même si je veux pas demain sortir du capitalisme. Je veux une société solidaire. Si on veut une société solidaire, notamment avec les femmes de 85, 90, 95 ans, qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se payer un EHPAD, alors il faut mutualiser. Et si on veut mutualiser, il faut créer des ressources collectives supplémentaires. Pourquoi vous parlez pas de la prise en compte supplémentaires des congés mater, la période, parce que les femmes, non, mais poser une question sur la dépendance. Là, on est sur la dépendance. Comment financer? Oui, non, mais Monsieur Canfin parlait du salaire des pensions de retraite des femmes qui ont moins de 2 000 €. Du coup, elles ne pouvaient pas payer. Vous inquiétez pas, j'ai suivi pareil que vous la conversation. La question des femmes et des pensions de retraite des femmes, c'est souvent par rapport aux périodes de congé maternité et de ces périodes-là qui ne rentrent pas non plus dans leur calcul dans les 25 meilleures années. Le problème, c'est que c'est jamais pris en compte. La période des 25 meilleures années, lorsqu'il y a des périodes de congé maternité, de garde d'enfants, elles ne sont pas prises en compte, ces périodes-là. Enfin, c'est lié à plein de facteurs, le fait que les femmes aient une retraite plus faible, parce que le salaire est plus faible. Oui, aussi. Parce qu'elles travaillent moins, parce que elles ont plus les enfants à la maison, etc., etc. Là, en l'occurrence, sur la question précise, c'est donc soit on confie ça au privé, première option à l'américaine, soit on socialise et on fait une sorte d'extension de la sécurité sociale sur ce qu'on appelle le risque de dépendance. Donc, il faut le financer. Et pour le financer, une partie pourrait être effectivement de dire on prend une journée dans l'année, ce qui génère à peu près 3 milliards d'euros de ressources supplémentaires. Maximum, 2 milliards, d'accord, entre 2,5 et 3. Et ça contribue au financement collectif de la solidarité nationale. On l'a déjà fait pour la dépendance, c'était Jean-Pierre Raffarin, après la canicule. Le lundi de Pentecôte devait être travaillé par tout le monde. Finalement, il est travaillé, on ne sait plus trop qui travaille pas. Non, parce qu'en fait, c'est une journée, ça revient même, parce qu'en gros, justement, c'est une journée qui vous est retirée dans un volume annuel, et c'est vous, individuellement, qui choisissez si vous continuez de ne pas travailler le lundi de Pentecôte ou si au contraire vous prenez une autre journée. Heureusement, laissons de la flexibilité, laissons à chaque famille le temps de s'organiser. Il y a une taxe sur la dépendance, c'est 0,3% du salaire. Mais c'est précisément cette taxe. Mais non, justement, c'est ça le sujet. Oui, mais elle existe. Mais vous voulez l'augmenter. Oui, c'est ça. Ça revient à la même chose. C'est pour augmenter la taxe sans pénaliser les entreprises. Parce que je ne vois pas pourquoi c'est une PME qui devrait payer la dépendance. Il n'y a aucune raison. Donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est collectivement fait un effort qui passe par cette taxe. Non mais justement, mais Pascal Canfin, c'est là je comprends pas, parce qu'on peut pas à la fois dénoncer la pression fiscale
Ah oui, mais c'est plus donc, possible, c'est insupportable, et inventer une nouvelle taxe, Oui. parce que c'est une taxe. Non. Un jour férié, oui, mais- un jour férié travaillé, c'est comme si c'était une Donc, taxe. Mais si, c'est la même Donnez-moi, chose. alors, on va le dire joue sur autrement. les mots, là. On va le dire autrement. Vous savez, la politique, c'est des choix. Oui. Donc, il y a pas. Il y a un autre choix, c'est baisser mais- les dépenses publiques. Justement. Mais il Ça, l'a dit tout aussi. à l'heure, vous êtes un peu mou du genou. Pas hein. du tout, il l'a dit aussi. On va baisser les dépenses publiques. Et si je vous dis, Oui, on l'a va dit, les mais on sait dépenser pas où. alors vous aurez monsieur qui va dire c'est scandaleux Mais les services je suis publics. pas d'accord avec Et il monsieur, aura. ça Mais vous non, a mais, pas échappé. non, mais ce que je veux dire, c'est Mais que je pense que- il faut trouver le chemin Vous n'avez équilibré. pas commencé Il y a un bout, rien pour la baisse il y a des un dépenses bout publiques. qui dépend de l'efficacité de la dépense publique. En France, on est les champions du monde et de la fiscalité et de la dépense publique. Donc, est-ce qu'on a pour autant le taux de pauvreté le plus faible? Non. Le taux de chômage le plus faible? Non. Les meilleurs services Mais j'ai publics et l'impression- notamment l'école? Rajouter, Non. Mais- Justement, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on trouve le bon équilibre. Donc, oui, il faut améliorer l'efficacité de la dépense publique. Oui, il faut diminuer le taux d'impôt, notamment sur les classes moyennes, et inversement augmenter celui sur les plus riches. D'où la lutte contre l'évasion fiscale, qui est un de mes combats personnels. Et puis, il faut aussi, à un moment donné, si on veut pas que ça passe par l'assurance privée, la dépendance, je veux dire, le fait de vivre jusqu'à 90, 95, 100 ans, c'est une bonne nouvelle. Donc, Pas forcément. non, mais je veux dire, alors, Bah, donc, pas forcément, alors, ça prenons dépend dans quel l'alternative. état. Bah, si on est en forme, Pas vous dites- forcément. Vous dites, voilà, la bah, fin si de je la suis vie, un poids la pour mes fin de la enfants, vie s'arrête et si à je suis... donnez-nous l'âge à laquelle la fin Non, la ça vie dépend. s'arrête. Non, Non, mais- le vrai progrès, c'est de vieillir en bonne santé. Voilà. Exactement. Et d'être indépendant et de ne pas Exactement. vivre Et de la globalement, dépendance il y des a autres. aujourd'hui beaucoup notamment plus tes de enfants. personnes de 80, 85 ans qui sont encore indépendantes Voilà. et en bonne santé. Et tant mieux. Je veux dire, tant mieux. Mais- Donc, mais seulement, ça a une conséquence. Cette conséquence, c'est juste que ça coûte de l'argent. Mais vous ne Donc, pensez il faut pas. bien le financer. C'est tout. Mais vous ne pensez pas, enfin moi j'ai l'impression qu'à chaque fois on nous sort une forme de pirouette rhétorique avec cette idée d'objectif. Donc vous allez, mais on a vu que les gens avaient envie que ce soit fléché, que ce soit Il ciblé. faut que ce soit On a fléché. vu que là c'est le nouveau ressort Impératif. et que ça marche. Donc là on dit cette journée-là c'est pour aider les seniors et comme ça si quelqu'un conteste, ça tue la contestation parce que si on conteste on va dire ah vous êtes un égoïste, vous ne voulez pas aider les seniors. Alors qu'on a vu qu'à plein de moments, bah, c'est ça la pirouette rhétorique mine de rien. On a fait un peu la même chose pour les 80 km/h. On a dit les 80 km/h si on baisse, Oui. ça peut sauver des vies. Donc Ta mère quand on te chauffe posait pas. des questions et quand on critiquait, on dit ah vous êtes pour la mort, vous ne voulez pas sauver Vous des êtes vies. beauf, Moi, ça fumeur s'appelle- ça s'appelle de faux syllogisme. Je déteste ça. Parce qu'un syllogisme, c'est une réflexion logique et Ouais. on peut faire de faux syllogismes. Et très souvent en politique, on nous sert ça. Alors ça marche Alors, vite fait. dites-moi en quoi il est faux. Et là, parce que est-ce que ça va être efficace, efficient? Est-ce que c'est quel jour va être choisi? Comment c'est fléché vers la dépendance exactement? Enfin, il y a toutes ces questions-là Alors, et vous le présentez ok. d'une façon simple alors que c'est loin d'être simple finalement. Bien sûr, mais c'était un premier échange. Donc ensuite, quel jour va être choisi? D'abord, il faut que le président de la République s'exprime et qu'il dise qu'il va aller dans cette direction. Je n'en sais rien. Vous me posez la question, je vous réponds parce que je suis pas dans la langue de bois. Mais je ne sais pas si le président de la République va D'accord. choisir ça. Une fois qu'il a choisi ça, la question c'est quel jour? C'est une autre question. Ensuite, vous le faisiez Comment vous-même c'est fait référence. C'est pas parce qu'on dit c'est ce jour-là. En fait, c'est théorique, puisqu'ensuite, vous pouvez poser à la place un jour de congé ou un jour de RTT. Donc, ça, c'est un jour qui est pris dans l'année. Et comment c'est fléché? Et ensuite, comment c'est fléché? Bah ça, pour le coup, ça, c'est un engagement qui doit être pris. Je vous rejoins totalement. Il faut absolument que ce soit totalement transparent et fléché. Sinon, les Français vont dire, on me prend encore d'un côté, et en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, je vous on sait rejoins que le totalement. lundi, Comment c'est fait le lundi de Pentecôte de Raffarin ne va pas, tout ne va pas à la dépendance. Ça, très honnêtement, je ne sais pas. Par contre, celui-là, ce qui est certain, c'est qu'il faut que 100%, puisque c'est la justification, vous avez Voilà. raison, C'est ça. c'est la justification. Alors, C'est ni un syllogisme, ni de la rhétorique, c'est la justification financière qui fait que D'accord. on vit, et c'est Alors, une bonne nouvelle, des- en bonne santé des plus vieux, mais questions. à un moment donné, je n'y peux rien, on devient dépendant. Des petites questions rapides sur l'actualité. On a trop donné pour Notre-Dame. Enfin, les riches ont trop donné pour Notre-Dame. Alors là, c'est pareil. Et imaginez qu'aucune des grandes familles Ah oui, françaises n'ait donné le moindre euro. Imaginez qu'ils aient tous dit rien à faire. C'est pas mon problème. Tout le monde leur aurait sauté dessus en disant c'est incroyable. Vous avez des centaines de millions d'euros, il n'y en a pas un qui est capable de se bouger pour aider notre patrimoine national, voire même universel. Là, ils le font, tout le monde leur tombe dessus aussi. Donc, je veux dire, à quel moment vous faites quelque chose de bien dans ce pays? Non, je crois Moi, que ce que je trouve c'est la quantité formidable, là, parce qu'en 3 ce que je jours, trouve apparemment, formidable, en 3 jours, on a eu, un il y a eu milliard. plus de dons que 10 des plus grandes œuvres Mais caritatives en, parce qu'il y a eu- en 1 an. Pardon. Parce qu'il y a une Donc, c'est ce émotion décalage-là, mondiale, parce voilà. que c'est le plus gros, c'est l'un des, enfin c'est un joyau mondial Notre-Dame. On peut pas le Qui aurait comparer dit à quoi toutes sur les causes. qui aurait dit quoi sur les riches? Vous par Moi, exemple. non, pas du tout. Moi, j'aurais dit, Moi, vous voulez que quel je vous règle, égoïsme, je règle tout de quel suite. Moi, j'aurais égoïsme. préféré qu'on mette
être l'ISF et qu'on prenne la totalité de l'ISF, je vais multiplier par 6 les dons des riches. Moi, J'aurais préféré qu'on mette les 6 milliards de là, c'est l'ISF plus la différence. dans la charpente de Notre-Dame. Là, c'est plus la solidarité. l'ISF en permanence. Exactement. Ça, c'est plus la solidarité, ça. Vous C'est avez un impôt. raison. Non, Vous avez raison. Oui, D'abord, c'est pas 6 milliards, l'ISF. pourquoi on a besoin des dons Moi, je Là, crois, c'est plus un don, ce que tu je crois en la préconises. solidarité. Je pense que si on récupérait de l'argent pour pouvoir financer notamment le patrimoine au-delà de la question uniquement de Notre-Dame, parce que il y a Notre-Dame déjà avant l'incendie, c'était une catastrophe en termes pour trouver du budget pour pouvoir l'entretenir, et c'est pareil dans plein d'autres endroits. Je suis désolé, on peut pas faire un procès en disant que tout le monde se serait jeté sur les riches. Les dons, Anas, n'ont pas commencé tu sais combien- avec Notre-Dame. Tu sais Enfin, combien les dons, Bernard Arnault paye d'impôts chaque année en mais France? et alors, il paye Non, mais combien? Mais il paye combien, lui? J'en sais rien, moi. Tu sais combien il paye? J'en sais, Bah, je dis-moi. vais te le dire, parce Oui. que tu le sais pas. 1,2 milliard. 1,2 milliard, c'est son groupe qui paye ça. 2,2 Non, milliards. c'est- Non, Bah, bah c'est oui. mais encore heureux Mais- qu'il paye une taxe sur les entreprises. Non, 1,2 milliard. Mais écoutez, mais attendez. Non, voilà, non, mais je te donne Oui, un. je vais te donner un autre Bah, exemple de il paye ses Bernard impôts en Arnault. France. Bernard Arnault, par exemple. Non, il a- mais il pourrait payer ses impôts ailleurs. Oui, mais Bernard Arnault, je suis désolé, il a fait plus de 25 milliards de profits Oui. en plus sur l'année Ouais, 2018. ouais, mais pas en France. Encore heureux qu'il paye Pas en un France, milliard. pas en Vous voyez France. bien, encore, il ne faut oui, pas mais tout encore mélanger. Faut pas tout mélanger. Il y a la solidarité à un moment donné, et heureusement que les plus riches de notre communauté nationale contribuent à ça. Et moi, j'ai demandé à ce qu'ils renoncent à la défiscalisation. Pinault l'a fait, De Gaulle l'a fait, je crois que Arnaud l'a annoncé aussi. J'imagine que l'immense majorité d'entre eux vont renoncer au dispositif de défiscalisation. Ça veut dire que c'est pas notre argent qui va venir combler en quelque sorte le leur, c'est intégralement 100% de leur propre argent. Ça, c'est la solidarité. Monsieur Canfin, Et Pinault s'ils doit n'avaient pas 2,5 agi, milliards moi, à je l'impôt. serais à votre micro, là, aujourd'hui, en disant c'est quand même incroyable que cela ne s'y intéresse pas. Première chose. Puis ensuite, il y a l'impôt. L'impôt, c'est pas un don, c'est pas la solidarité, c'est pas au choix, c'est pas volontaire, c'est une obligation de contribuer à la solidarité nationale. Et je vous rejoins, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, il faut impérativement renforcer nos dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale, parce que c'est insupportable que nous, on va dire classe moyenne, Comment? c'est insupportable que nous, classe moyenne, on paye des impôts sur tous les revenus qu'on touche, et que quand on est très riche, on peut s'y évader. Alors maintenant, comment? Oui. Bah, précisément, c'est là où l'Europe entre en jeu. Parce que concrètement, quand vous êtes un très riche Français ou un très riche Belge ou luxembourgeois ou italien ou espagnol, vous jouez des différents dispositifs nationaux. Et le seul endroit où on peut harmoniser ces dispositifs pour dire j'évite de mettre quelque chose en Irlande, puis un autre truc aux Pays-Bas, puis un troisième en Belgique, etc., pour à la fin payer zéro impôt, c'est ça Google par exemple, eh bien c'est l'Europe. Et quand l'Europe met une taxe sur Google à 20 milliards... Est-ce que l'Irlande va être d'accord là-dessus? Est-ce que le Luxembourg va être d'accord Justement, là-dessus? donc d'abord, ce qu'on propose, c'est de sortir de l'unanimité en matière fiscale. D'accord. Première proposition. Deuxième proposition, si on n'y arrive pas, parce que vous avez raison, le Luxembourg va pas se faire harakiri tout seul. Et l'Irlande, alors là, Exactement. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, il faut passer les questions, un tout petit peu technique, excusez-moi, ouais. il faut passer les questions de fiscalité européenne, notamment de lutte contre l'évasion fiscale, des sujets dits de fiscalité où la base juridique, c'est l'unanimité, à des sujets de droit de la concurrence. Si vous dites, en fait, ce que fait le Luxembourg, c'est une atteinte à la concurrence européenne, parce qu'il tire tellement vers le bas le taux d'imposition qu'il empêche, il crée une concurrence Ça déloyale. n'empêche pas d'avoir et Monsieur faussée. Juncker qui est Non mais, à la mélangez tête pas Attends, laisse-le tout. terminer. C'est fini, c'était plus intéressant. président, pas là, tout. c'est fini. Non mais mélangez pas tout, s'il vous plaît, ça c'est Fini. vraiment. Donc si on arrive à gagner ça, alors on bascule totalement à l'envers. C'est-à-dire que la Commission a la possibilité d'agir directement. Elle demande même plus l'accord des États, en l'occurrence des Pays-Bas, de l'Irlande ou du Luxembourg. C'est les trois pays avec Chypre et Malte qui sont les plus en cause sur ces sujets. Elle agit directement et elle sanctionne. Parce que le droit de la concurrence, c'est l'un des droits les plus intégrés en Europe qui donne à la Commission européenne, peut-être un des très rares, le pouvoir de sanctionner. On l'a vu sur Apple, on l'a vu sur Google et on peut le voir sur les États. Si on gagne ça, alors on change profondément la façon dont on peut vraiment lutter efficacement, et c'est mon but, l'efficacité, contre l'évasion fiscale. Et c'est un des combats très forts que nous mènerons au L'évasion Parlement fiscale, il y a deux choses. Il y a l'optimisation fiscale qui est légale et il y a la fraude fiscale. Absolument. La première fraude en France, c'est la fraude à la TVA. On le dit jamais, ça. Bien On sûr. pense toujours que c'est des gens qui ont Carrousel de planqué leur TVA. argent en Suisse. Ça peut arriver, même d'anciens ministres. Mais avant tout, c'est de la fraude à la TVA. Complètement. Donc il y a l'évasion
Il y a la fraude fiscale, il y a la fraude quand on ne paye pas ses cotisations sociales, Voilà. quand on fait du travail au noir. Tout ça, c'est la fraude. Et là, pour le coup, vous avez parfaitement raison de le préciser. C'est pas les très riches. C'est quand même beaucoup d'entreprises du bâtiment. Tout le monde, je pense, a des exemples en tête. Et puis, il y a l'évasion fiscale. L'évasion fiscale au sens international, au sens de je vais utiliser un dispositif fiscal extrêmement complexe avec des avocats que je paye très très cher pour localiser mes profits aux Caïmans, à Chypre, etc. Et à la fin, je paye 0 impôt. C'est le cas des multinationales américaines. La France a essayé de se battre pour avoir une taxation européenne. Est-ce qu'on est ça, mieux ce qu'on appelle placé les GAFA, Amazon, etc. Ça n'est pas passé, notamment parce qu'il y a 24 pays sur 27, britanniques exclus, je vais anticiper le Brexit, 24 pays sur 27 qui ont dit oui, mais il y en a 3 qui ont dit non. Résultat, c'est bloqué. Et ben, ce qu'on fait, c'est que dans 24 chacun des pays, on va prendre la même taxe. Ce qui fait qu'on va contourner l'opposition, notamment l'Irlande, et on va avancer. C'est comme ça qu'on construit de l'efficacité qui remet de l'argent dans les caisses pour que ce soit les très riches et les grandes entreprises qui payent et pas nous. Merci Pascal Canfin, le numéro 2 de la liste Europe Écologie. Europe Écologie, La République En Marche. Oh, le lapsus. Le lapsus. Oui, à un moment donné, on savait plus si c'était Jadot ou Canfin. Merci Pascal Canfin.